Nathalie Jaresko a été ministre sous Poroshenko. C'est pour ça, Oui, peut-être que j'ai précédé Poroshenko. Et Yanetsuk. ok. Alors, C'est Yanetsuk, on en parlera vite fait parce que Yanetsuk, quand même, bon, je ne vais pas en faire sa biographie complète ce soir. Ce sera la prochaine émission. Mais Yanetsuk aussi, c'est un sacré filou parce que il veut, euh, il veut ressembler un peu à Soros en Ukraine. J'expliquerai pourquoi après. Alors, d'accord. Nathalie Donc, Jaresko, tu peux nous ok. montrer déjà le visage de la jolie, de la très belle, de la magnifique Nathalie Jaresko, Pour resplendissante, info, rayonnante. Nathalie Jaresko est sur la miniature de la vidéo de ce soir, donc les gens l'ont D'accord. vue normalement. Mais je veux quand même qu'on montre sa beauté atlantiste. La Voilà. voilà, la voici. Nathalie Jaresko, la grande, la belle, la rayonnante. Alors, rayonnante parce que vous voyez quel est le rayon de lumière derrière elle. Hein. Ouais, Conceal Foreign Relation. Donc, ça vous annonce CFR. la couleur. Le CFR. Voilà. Ça annonce la couleur directe. C'est pour ça qu'on a choisi cette photo pour vous dire direct à qui on a affaire en Ukraine, quand même. Hein. Donc, c'est quand même magnifique. Non, c'est Alors, qui est fantastique. Le CFR, le CFR, le fameux CFR. le fameux CFR, une des trois grosses têtes des institutions mondialistes que l'oligarchie utilise comme support de servilisation des élites. Alors, Nathalie Jaresko, qui est-elle? Donc, elle est née le 24 avril 1965 à Chicago. Elle est née aux États-Unis. Alors, Ok, ça ça. aussi, je voulais préciser que c'est une constante, en fait, chez les politiciens ukrainiens. C'est que dans beaucoup de gouvernements, et notamment le gouvernement Yaletsuk, surtout celui-là, pas celui de Poroshenko, mais Yaletsuk, et ben ce gouvernement-là, il y a eu 3 ou 4 étrangers qui ont eu des mandats politiques dans le gouvernement. C'est comme si, comme moi je te disais en France, sous le gouvernement Castex, tu avais deux, trois ministres, je sais pas, moi, un Géorgien, un Israélien. Bon, un Israélien, on en a déjà un dans les députés. Tu vois, enfin, quand il s'agit du gouvernement, c'est pas comme la députation. Là, tu te dis, attends, tu es censé être français, tu es censé représenter la nation. Mais là, Ouais. normal, en fait. On a une américano-ukrainienne au gouvernement. Normal. Normal. Donc, et c'est pareil, d'ailleurs, c'est le cas aussi de la femme de Yunechko, pardon. Ancien président, donc tout de suite, c'est le président de la Révolution Orange, qui a précédé Yanukovych. Voilà. Bah, ce Faudrait qu'on président-là, fasse une frise chronologique pour que les gens arrivent bien à placer les différents belligérants là, tout à fait. dans cette histoire. Ah, on refera un rappel à la prochaine émission, je pense la semaine prochaine, justement, avec une chronologie complète. Je pense que ça va être bien. Effectivement, Ouais. tu as tout à fait raison. Et donc, oui, je disais, la femme de cet ancien président, eh bien, était liée à la CIA. Bon, c'est beau aussi, ça, c'est magnifique. Donc, mais à part ça, c'est une démocratie de lumière, et évidemment, surtout souveraine, comme on va le voir là. Souveraine. Donc, C'est fantastique. ah oui, mais là, je t'ai dit, l'Ukraine, c'est paradisiaque. Hein. Donc, Nathalie Jaresko, elle est diplômée de l'université d'Harvard et de l'université de Chicago. Donc là, déjà, on commence à voir à peu près le genre d'individu que ça peut être. Elle a occupé divers postes au département d'État des États-Unis. Est-ce que tu te rends compte? C'est comme si que je disais qu'un de nos ministres sous l'ère Castex a occupé des fonctions dans le département d'État américain. Ouais, c'est ouf. C'est C'est ouf. complètement, c'est complètement ouf. Là, la souveraineté, elle a disparu. Elle a totalement disparu. Mais en Ukraine, c'est normal. En Ukraine, c'est normal parce que BHL l'a décidé. C'est normal. En fait, c'est une sorte de liberté. Il faut le voir comme ça. C'est une sorte de liberté. Bon, je ne savais pas que c'était ça la liberté, moi, mais bon. Donc, c'est fantastique. Et donc, elle a travaillé aussi à la section économique de l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Donc, en fait, on commence à peine déjà sa biographie, on voit déjà tu vois, le pied ancré de l'atlantisme et de la puissance américaine sur l'Ukraine. Clairement. Complètement, complètement, Donc, c'est elle, clair. elle est ministre des Finances de l'Ukraine entre le 2 décembre 2014 et en avril 2016 sous le gouvernement Yanetsuk II. Alors, Yanetsuk, j'en fais vite fait un Redouane, une digression d'une minute. Vas-y, Qui est vas-y. Yanetsuk? Yanetsuk, donc, ça a été le premier président après Maïdan. Ça a été un gouvernement provisoire. Vraiment Ah oui, je provisoire. ne me rappelle pas, parce que pour moi, Maïdan, ça avait commencé avec Poroshenko. Mais Alors, Premier oui, ministre, oui, non, 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 très Premier ouais. ministre, pardon. Et Yadetsuk, son gouvernement est très particulier parce que lui, c'est un banquier d'affaires
un atlantiste de première et surtout, il a créé une fondation qui s'appelle l'Open Ukraine Foundation. Je ne sais pas si tu peux mettre justement, si tu peux mettre s'il te plaît le lien que je t'ai envoyé. Il a créé l'Open Ukraine Foundation. Alors l'Open Ukraine Foundation, tu te doutes bien que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît bien. Ah oui, c'est signé. Non mais si tu peux le mettre s'il te plaît pour nos internautes qui puissent le voir parce que Yann Etsuk, non, il est incroyable celui-là. Il est incroyable. Il va carrément créer une Open Ukraine Foundation, dont des membres du gouvernement ukrainien qui sont passés en plusieurs années ont été membres d'ailleurs de cette dernière. Voilà. Alors il y a carrément un programme de Young Leaders chez lui. Donc ici, il s'est pris pour le Soros local. Tout le monde veut faire du Soros en fait. C'est lequel? C'est celui du milieu là? Non, Yann Etsuk, c'est celui de gauche avec des lunettes. Le grand taille. Le chauve. Le chauve avec des lunettes, voilà. Ah, ta ok, gauche. d'accord. Voilà. C'est un petit jeune. Ok, Oui, d'accord. enfin, maintenant, il a un certain âge, mais Yann Etsuk, c'est Yann Etsuk, c'est la lumière vive de l'Open Ukraine Foundation. Ok, d'accord. Ok. Donc, j'apprends des choses. J'apprends des choses voilà, avec toi. faites-vous plaisir. Vous avez là en face de vous l'Open Society miniature. L'imitation ukrainienne de l'Open Society. Avec des promotions des leaders. C'est beau. Franchement, c'est beau. Wilson, je te préviens, et puis je préviens en même temps nos auditeurs. Je suis avec notre ami Kamtar du SPL qui vient d'arriver chez moi. Donc peut-être qu'il réagira en cours d'émission. Enfin bon, il est à côté de moi. Voilà. Avec plaisir. J'espère que tu vas bien. Salutations les amis, ça va bien sur le SPL, tout le monde respire. Non, on respire l'air de la liberté, Kamtar, l'air ukrainien de la liberté. T'as vu, il y en a là en ce moment, ils commencent à dire oui, mais il y a de la propagande, les Russes ils font de la propagande et tout, mais les mecs ils se sont pas regardés dans la glace. Non, H24, 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes que tu veux, laisse tomber. Je veux dire. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Non, mais ça réveille parce que les gens, à mon avis, doivent zapper pour se détendre. De dire, attends, je change, peut-être qu'on parle de ce qui se passe en France quelque part, tu vois. Mais... y a plus, le corona n'existe plus. D'ailleurs, vous n'existez plus. D'ailleurs, j'ai envie de dire. Préparez-vous. Tu sais, quand je vois une petite parenthèse pour détailler, je vous ai niqué votre truc là. Désolé. Non, tranquille. Ça fait du bien, une petite interlude. Une petite parenthèse. Je me souviens, une fois, avec les Gilets jaunes constituants, on s'est rendu dans le 8e arrondissement, dans les locaux de BFM TV. Et c'est plutôt le 15e, c'est le 15e, ouais, 15e arrondissement, excuse-moi. Et on était donc accompagnés avec énormément de Gilets jaunes ce jour-là, donc pas seulement des Gilets jaunes constituants, et on s'était introduit à l'intérieur du bâtiment. Et puis, suite à cette opération, en fait, pour dénoncer le traitement médiatique sur le mouvement des Gilets jaunes, mais pas que, il y avait donc une intervention d'un personnage de I24 News. Et Astruc. Monsieur, le procureur Astruc. C'est un producteur de sport d'ailleurs. Ouais, directeur donc de la chaîne d'I24 News. Je ne sais pas s'il est directeur ou chroniqueur ou de toute façon, les mecs, ils ont tous les diplômes. Je veux dire, chômeur, quoi. Ils sont tout là-haut. Excuse-nous, je suis ballon si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le mec, il dit quoi? Il dit oui, quand même, ces gilets jaunes ont un discours incohérent, dangereux. Ça me fait penser au retour des années 20, des années 30. Des heures les plus sombres. Ouais, des heures les plus sombres. Il a dit les années 20. Il avait dit les années 20, les années 30. Et nous, pour déconner, on disait, ouais, mais on est en 2019. Attends encore un petit peu. Ouais, on est en 2022. Et les mecs, ils sont en train de dire, oh, ça nous fait penser quand même, vous savez, quand l'Allemagne, elle a attaqué et tout. Ah non, mais les mecs, on vous l'avait dit, soyez patients, ça arrive tout doucement. Mais on ne voit pas du tout le courage que vous nous parliez, que vous étiez en tout cas. Mais bon, bref, parenthèse est fermée. Revenons à notre sujet et à ce cher chauve à lunettes. Et je te laisse reprendre. Merci. Désolé les amis. Force à vous. On suit, on est là, on est branché. Le SPL à votre service. Alors, Kamtar, justement, je rebondis sur ce que tu as dit parce que
l'Ukraine est encore dedans, en fait, dans tes propos. Je vais te dire pourquoi. Tu vois, I24 News, elle a été fondée par Patrick Drahi, qui est le PDG de BFM TV, en réponse et en imitation à Vadim Rabinovitch, donc oligarque juif ukrainien, qui avait créé à l'époque, en 2010, qui avait créé la chaîne Jewish One News. Donc, c'est en fait, Patrick Drahi a une inspiration ukrainienne, tu vois. Ok, I24 News, ça sort pas de nulle part, là. Ça ne sort pas de nulle part, c'est l'inspiration de Jewish One News, qui a existé entre 2010 et 2014. Bon, après, j'aurai quelques questions à te poser, je vais te laisser dérouler. Après, j'aurai quelques questions plus précises éventuellement, ou je dirais, j'aurai quelques questions d'ordre général à soulever. Et voir avec vous, hein, on peut réfléchir sur les questions bien sûr. Concernant certains aspects, je dirais, du travail que tu es en train de faire, là, de ce que tu es en train de dérouler, et des potentiels. Bon, je te poserai la question, mais je te donne un petit avant-goût tout de suite. Et des potentiels liens avec l'oligarchie française et surtout avec le gouvernement actuel et le gouvernement précédent de Hollande qui avait participé aux accords de Minsk. Et bon, j'essaierai de voir avec toi si éventuellement dans tout ça, on peut voir s'il y a des liens avec l'oligarchie française. Pour te préciser, Karim, on va faire un certain nombre d'épisodes sur l'Ukraine. On en est à notre deuxième. Et là, on est déjà à 57 minutes de vidéo et on n'a pas déroulé la moitié de ce qu'on veut dire. Ah, d'accord. Donc, on va revenir sur les liens en ce qui concerne les États-Unis, l'Occident en règle générale et l'Ukraine dans une vidéo à venir. Donc, mais on fera peut-être une aparté à un moment donné. Ça marche. Voilà. Alors, je te dis juste pour préciser, Kamtar, justement, on pourra te parler tout à l'heure dans une petite interlude, une petite digression, des liens entre Bernard-Henri Lévy et certains hommes politiques ukrainiens. Ça, oui. Ça, on l'a de source sûre. Okay. Je veux dire, Bernard, lui, tu sais, se devine. Je veux dire, Bernard. Il est partout. Il est partout. Ok. Donc, revenons sur l'Open Ukraine. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il n'est pas le seul homme politique français, DSK, et surtout Stéphane Fuchs. On en parlera tout à l'heure de lui. Alors, donc sur Nathalie Jaresko, j'en reviens. Donc, l'Open Ukraine Foundation. Hein, tu vois, donc c'est en fait c'est l'après-Maïdan finalement sous l'ère Poroshenko, l'après-Maïdan, et y compris sous comment dirais-je, le ministère de Jaresko, eh bien il va y avoir une explosion comme ça de fondations. Vraiment sous l'imitation de l'Open Society, sous l'imitation du CFR, de l'Atlantic Council, etc. Et la Yalta européenne stratégique en est la représentante la plus éloquente, je dirais. Et cette Open Ukraine Foundation, elle est fondée encore une fois par un homme politique et en même temps oligarque, c'est-à-dire le banquier Yann Etsuk, banquier adorateur des États-Unis, du modèle américain. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser que c'était une constante aussi chez ces hommes politiques ukrainiens. Alors maintenant, revenons sur Jaresko. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel aux auditeurs, puisque notre recherche n'est pas exhaustive. On vous incite vraiment à faire vos recherches, essayez de nous trouver qui évidemment, a financé en partie cette Open Ukraine Foundation. Il y a forcément des partenaires. Voilà. Rappelez-vous, la semaine dernière, on vous a démontré que la fondation Pinchuk et également la Yalta européenne stratégique étaient financées en partie par Soros et l'Open Society. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, la Brookings Institution, l'Atlantic Council, etc. Alors, revenons donc sous le gouvernement Yann Etsuk. Donc c'est là que Madame Jaresko va faire ses grands débuts. Et alors, ce qui est intéressant chez cette dame, c'est qu'elle a été placée pour un objectif particulier. Son but, c'était de représenter les intérêts mondialistes, et notamment du FMI, pour empêcher l'Ukraine, parce que des fois, ils avaient un air de lucidité, les Ukrainiens. Sous le gouvernement, en fait, de Poroshenko, il y a un moment donné, ils se sont posé la question s'il ne fallait pas faire un moratoire sur la dette souveraine ukrainienne. Un moratoire. Chose que le gouvernement français n'a jamais lui-même, pressenti ou essayé d'esquisser. Eh ben, l'Ukraine l'a eu. Donc, il y a eu un moment de lucidité. On se demande comment et pourquoi. Je me dis, c'est peut-être le passage de Yakunovitch, en fait, qui a été, à mon avis, sur ce passage éclair, sur cette idée de moratoire sur la dette souveraine. Eh bien, Jaresko, son rôle, ça va être de saboter, en fait,
cette idée de moratoire sur la dette ukrainienne. Et elle va être chargée de rediscuter les termes de la dette, de restructurer la dette auprès du FMI. C'est intéressant, ça. Extraordinaire. Et donc, Jaresko, elle va négocier avec un créancier en particulier, qui est le premier créancier ukrainien, et de qui s'agit-il? Eh ben forcément, un consortium américain, ça va de soi. C'est la société américaine Franklin Templeton. Franklin Templeton. Voilà, ça c'est très très bon à manger. Et tu verras, il y en aura pour tout le monde. Alors, Franklin Templeton, c'est quoi en fait ce créancier? Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, la fiche Wikipédia de Franklin Templeton? Wikipédia, ce sera plus simple parce que les autres documents sont un peu plus complexes et puis ça serait long à les éplucher. Mais la fiche Wikipédia me paraît être la plus simple pour présenter aux internautes. Voilà, Franklin Templeton Investment. Donc, la spécialité, si vous voulez, de ce fonds d'investissement, c'est la dette souveraine des pays. Donc, je n'ai pas regardé la liste des pays chez qui on a fait contracter des dettes pour Franklin Templeton. Mais en tout cas, l'Ukraine, son premier créancier, c'est Franklin Templeton. Et je crois que la créance est de 8 milliards et des poussières. Selon une dernière source que j'avais vue, qui n'est pas mentionnée ici. Alors, la source, c'est. Ah, bah, c'était le journal AGFI. Voilà. La source, c'est AGFI. D'ailleurs, elle est reprise ici en bas sur la fiche de Jaresko, pardon. Et donc, Templeton, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a été fondé dans les années 40 par un certain Rupert Johnson. Et d'ailleurs, c'est sa petite fille aujourd'hui, Jennifer Johnson, qui gère d'ailleurs ce fonds d'investissement basé en Californie. Et là, il y a un truc important, vous allez voir, comme quoi tout est lié en fait dans le monde oligarchique, même en Ukraine, c'est que Rupert Johnson, il a été durant sa vie très investi sur les questions de quoi? De noachisme. Alors là, vous allez me dire, mais attends, c'est quoi le rapport avec l'Ukraine? C'est quoi le rapport avec Jaresko? Ben, vous allez voir, en fait, il y a une fondation. Donc, est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît, maintenant, et nous mettre la fiche Wikipédia de Rupert Johnson? Normalement, il suffit que tu cliques sur le bouton bleu de Rupert Johnson. Et je crois qu'il n'apparaît pas ici. Faut que tu tapes Rupert Johnson. Ici, on le voit pas, ouais. On le voit pas parce qu'en fait, si tu veux, le Wikipédia à chaque fois français et anglais diffèrent un petit peu. Souvent, les Wikipédia anglais sont mieux achalandés, quoi. Alors, Rupert Johnson, mais je vois de quoi tu vas parler. On a vu ça un petit Ouais, peu. parce que je voudrais que les auditeurs en fait puissent découvrir avec nous en direct parce que c'est vraiment croustillant. Et pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Si Jaresko, elle est chargée par le gouvernement ukrainien de restructurer la dette ukrainienne et de négocier avec Templeton et le Fonds monétaire international. D'ailleurs, le FMI à cette époque-là, si je ne m'abuse, on est sous l'ère DSK. Je ne suis pas sûr, il faudrait que j'aille voir. Alors. Vérifier en effet. Alors là, on est sur Rupert Harris Johnson Jr. Voilà, Rupert Harris Johnson Jr. Donc, c'est un milliardaire philanthropique. Donc, il y a un déclic que tout le monde devrait avoir. Dès qu'on voit philanthropie, inquiétez-vous. Dès qu'on voit philanthropie, inquiétez-vous. Et on va le découvrir pourquoi. Regarde, descend. Maintenant, on va regarder ça. Alors, c'est en anglais, mais bon, on comprend un petit peu l'anglais. On va réussir à se débrouiller. Voilà, dans philanthropie, on va y arriver. On va y arriver. Philanthropie. Voilà, United Religion Initiative. Exact. Et après, si tu peux traduire ça. Alors, l'initiative des religions unies, en fait. Voilà, tu cliques dessus. On va aller sur leur site. Et là. Attends, on a mieux que le truc Wikipédia. Il faut aller sur leur site directement. Ouais, il y avait le site. C'est dommage, je ne l'ai pas mis. Il y avait le site. Attends. Je l'ai mis de côté, le site, t'inquiète pas. Voilà, je demande bien à nos auditeurs avoir les yeux grands ouverts de ce qu'on va vous montrer. Alors, l'URI, voilà. Donc, si tu peux le traduire en français, normalement, tu as le traducteur. Parce que là, ouais. Alors, on est United Religion Initiative. Là, on est clairement dans ce que Rillard nomme le noachisme. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est ceux qui constituent d'ailleurs, comment dirais-je, le groupement en fait
de cette fondation, donc les fondateurs, le conseil d'administration. Vous allez voir, il y a des gens très croustillants. Alors, déjà, sur un rapide, comment dirais-je, un rapide clin d'œil, on peut regarder déjà le pédigré de ces gens-là. Ce sont tous des banquiers. Beaucoup sont passés par JP Morgan. Beaucoup sont passés par la Goldman Sachs. Et certains déjà font partie de fondations. Il y en a qui ont travaillé pour la fondation Ford notamment. Donc ça, c'est du très très lourd. Je pense que personne connaissait l'existence de cette Alors, espèce d'organisme. Et Alors, si tu Wilson, peux... j'ai une petite complexité là. Avec Brave, je n'arrive pas à traduire. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais repartir avec un autre navigateur pour traduire. Oui, parce que je voudrais vous montrer quand même 2-3 profils. Et vous allez Voilà. comprendre pourquoi Voilà. on parle de Donc noachisme. là, c'est traduit là. Voilà, donc tu vas aller dans le conseil de la fondation. Conseil de la fondation. Conseil de fondation, voilà. Membre principal du conseil consultatif, Gwyneth B. Rexa. Marguerite. Voilà, maintenant descends. Descends. Là, on a de tout. On a du Goldman Sachs, du l'Université de Berkeley, Robert Coleman. Voilà, bon, si vous voyez, regardez un petit peu Morgan Stanley, la banque, Morgan Stanley et Goldman Sachs. C'est Ouais. effectivement très Merrill beau, Lynch religieusement aussi. parlant. Ouais, C'est très beau, Merrill Lynch. religieusement parlant. Tu vois, ce sont des êtres de lumière. Ils nous apportent la lumière de Goldman Sachs et de Morgan Stanley. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, tu peux descendre. Pour vous Alors, inviter à une nouvelle religion. Julia Davidson, comme vous le savez, c'est très proche de la famille Rockefeller. Je dis ça, je dis rien. Voilà, on descend, jusqu'à temps qu'on tombe sur le. Voilà, tada. Hop, remonte. Voilà, remonte. Voilà. Là, les amis, on touche quelque chose, moi, vraiment, qui me surprendra toujours. C'est-à-dire, en gros, dans quoi ils ne sont pas. Dans quoi ils ne sont pas. Donc là, vous avez la démonstration de ce qu'un rabbin noachiste préconisait pour les goïs, et c'est le rabbin Ben Amozeg. Voilà, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Redouane, le rabbin Ben Bien sûr. Amozeg, Si. connu par les écrits de Pierre Hillard, qui nous Ouais. dit que le peuple juif doit être le peuple prêtre, et le Ouais. peuple prêtre doit conduire les goïs vers une vie meilleure, vers une vie d'esclavage, en gros. Et donc, Tout à fait. Et que pour eux est réservée une religion particulière. tout à Et, fait. et donc, qu'ils ne partagent pas, que eux, en tant que juifs, ne partagent pas cette religion qui est faite pour les gentils. tout à fait. Et donc, Rabbi Doukhan vient apporter ses lumières pour justement présenter le projet noachiste au sein Ouais. des religions unies. Alors, je voudrais savoir s'il y a la présence de catholiques ou de musulmans là-dedans, mais la bouillabaisse, à mon avis, ressemble à ce que le projet d'Astana au Kazakhstan, c'est-à-dire une ville, Astana, hein, ça doit être la capitale noachiste mondiale, hein, selon les mondialistes. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est dans quoi baigne Nathalie Jaresco et avec qui elle parle, en fait, et qui est mandaté. Voilà, donc ça, j'invite vraiment les auditeurs à faire leurs recherches sur United Religions Initiative, lié à Rupert Johnson, qui lui-même lié au Templeton, ce fonds d'investissement, donc qui est créancier de l'Ukraine. On voit bien, tout ça, c'est pour vous montrer quoi? Les liens mondialistes. L'Ukraine est une création mondialiste. C'est ça. Il faut bien le comprendre, chers amis, que l'Ukraine non seulement est entre les mains des mondialistes, mais est elle-même une création des mondialistes. Et là, avec toutes ces ramifications, on est factuel. Donc là, on ne peut pas parler de souveraineté ukrainienne. C'est pas possible. Donc revenons sur Nathalie Jaresco. Nathalie Jaresco, la chantre du CFR. Mais c'était intéressant. C'est un petit peu long cette digression, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu à quel point les choses. C'est pas que d'un point de vue économique. C'est pas qu'un projet justement de sous, de corruption, ou de traite des blanches, ou de trafic d'armes, ou de blanchiment d'argent. Il y a aussi, un certain nombre d'idées. Ils ont une doctrine avec une volonté de faire évoluer les choses dans un certain sens, idéologiquement, voire même religieusement parlant, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais tout est lié, hein, de toute façon, parce que le projet ukrainien est un projet spirituel, finalement.
comme on l'a vu à la première émission. Je dis ça, je dis rien, mais c'était tellement flagrant. Donc voilà, et du coup, donc il y a la Russie aussi a des intérêts dans les créanciers de la dette, puisque la Russie est créancier de la dette ukrainienne à la hauteur de 3 milliards d'euros en termes d'eurobonds. Je n'ai pas eu les suites de cette question de la restructuration de la dette. Il faudrait faire des recherches, notamment pour la créance russe. Parce que peut-être que les Russes l'ont fait annuler ou peut-être demandent encore des subsides, ce qui est tout à fait normal. Alors, je vois 17,5 milliards de dollars sont octroyés par le Fonds monétaire international, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est-à-dire que l'Ukraine est redevable du FMI. Et comme vous le savez tous, à partir du moment où votre pays est en proie au FMI, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une politique d'austérité, de réduction des biens publics, de réduction des dépenses publiques, et donc forcément produire de la souffrance dans le peuple ukrainien. Mais ça, c'est pas grave. Comme c'est une démocratie de lumière, on peut y aller. Les vannes sont ouvertes. Donc 17 milliards, c'est pas rien non plus. Non, c'est pas rien. Donc maintenant, si tu veux, on va s'intéresser maintenant à son parcours atlantiste. Voilà pourquoi Jaresko a été placé sous le gouvernement Yanetsuk pour faire le pont réel de la finance internationale, parce qu'elle est ministre des Finances, je rappelle. Jaresko, c'est le versant financier du mondialisme. Donc, on va regarder son pédigré, et là, ça mange. Là, on est bon, là, c'est goûtu, et tu peux y aller à foison. Donc, premièrement, elle est membre de la Yalta européenne stratégique. Donc, maintenant, je crois qu'on vous l'a expliqué, chers amis, comme dans la première émission et maintenant, la Yalta européenne stratégique est une constante chez les hommes politiques ukrainiens. Tout le monde, pratiquement quasiment tout le monde y est passé. Et elle est dirigée par un oligarque mondial ukrainien en la personnalité de Viktor Pinchuk, l'ami intime de Bill et d'Hillary Clinton. Donc tout un programme. On en a parlé lors de la première émission. Si vous êtes intéressé pour creuser à nouveau le sujet, vous pouvez y revenir. Le lien est dans la description. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, voilà. Et je le rappelle une dernière fois, la Yalta européenne stratégique a pour partenaire la Brookings Institution, l'Aspen Institute, l'Atlantic Council et surtout, l'Open Society de George Soros. Donc, tout un programme également. Donc tous ceux qui nous disent qu'on est des complotistes, qu'on dit que Maïdan est une affaire sorosienne et une affaire euro-atlantiste et américaine, on ne peut pas être plus factuel. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Il y a un moment donné, il faut accepter la vérité telle qu'elle est, et la vérité, elle fait mal. Alors, elle a été cofondatrice elle-même d'un fonds d'investissement, Horizon Capital, basé à Kiev. Alors, à ne pas confondre avec Horizon Capital, basé en Suisse. Totalement différent. Horizon Capital, donc un fonds d'investissement ukrainien, où quand même ça va peser un peu plus d'1 milliard de dollars son affaire. Donc ça reste pour un fonds d'investissement assez léger, quoi. Mais ouais. Assez léger, mais quand vous êtes à la tête et que vous êtes cofondateur d'un fonds d'investissement, en général vous êtes millionnaire au minimum. Oui, non, mais ça c'est clair. Jaresko, c'est une millionnaire. Je ne sais pas, j'ai pas eu connaissance de son patrimoine, j'essaie de chercher. Mais bon, ça aussi, c'est une constante. L'écrasante majorité des hommes politiques ukrainiens sont au minimum millionnaires. Et après, on nous parle de démocratie, de droits de l'homme, de souveraineté, d'exemple. Parce que quand vous écoutez Soros, l'Ukraine, c'est un paradis. L'Ukraine, c'est l'ouverture au LGBTisme. Voilà. On l'a vu avec Zelensky, le LGBTisme. En fait, c'est logique qu'il la décrive comme un paradis. C'est un paradis pour lui, en son sens, quoi. Un paradis pour les chiens de la casse de son espèce, quoi. C'est ça, ce qu'il appelle la société ouverte et fragmentaire, qu'il appelle de tous ses voeux dans le monde entier. Alors, elle a donc créé ce fonds d'investissement. Elle a été chef de direction du Western Enterprise Fund. Donc la WINSEF, c'est pareil. Là, on est dans le monde de la finance. Mais bon, je ne suis pas rentré dans les détails parce que ce n'est pas ce qui m'a, moi, fait tilt le plus. Là, ça devient intéressant dans ce que tu montres maintenant. Elle a été présidente du conseil d'administration de l'Aspen Institute de Kiev. Alors, l'Aspen Institute, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous mettre l'Aspen Institute sur l'image, s'il te plaît, Redouane, parce que l'Aspen Institute est représenté en France, notamment par Sarkozy, DSK. Ils ont été très nombreux à passer par l'Aspen Institute. C'est un think tank mondialiste qui a pour objectif de resserrer les rangs démocratiques. C'est trop marrant comment ils le décrivent en plus. Resserrer les liens démocratiques, de débat, enfin voilà, tout ce baratin, mais autour d'une notion centrale, l'atlantisme, comme d'habitude. Alors, le temps que je la retrouve dans mes centaines d'onglets ouverts, là. Voilà, alors, c'est là.
Institut C'est Aspen. extraordinaire. Il suffit de voir d'ailleurs le comité qui constitue l'Institut Aspen mondial. Je ne vous parle pas de celui de Kiev, hein, mais celui de mondial, vous allez comprendre. Madeleine Albright, s'il te plaît. Madeleine Albright, celle qui a dit, rappelez-vous, lors du conflit et de la guerre avec l'Irak, que les 500 000 morts, les 500 000 enfants morts de l'embargo irakien, c'est en gros un détail. C'est limite ce qu'elle dit. Hein. C'est limite un détail en fait. Hein. C'est-à-dire que Elle dit que ça valait le coup. Que ça valait le coup. Voilà. Si c'était à refaire, elle referait la même chose. Voilà. Elle tuerait 500 000 enfants normal. Je n'ai pas. Ouais. Bien sûr. Je n'ai pas entendu la Cour pénale internationale s'indigner de cela. Je n'ai pas entendu BFM TV ni qui que ce soit en France pour s'indigner de cela. Je n'ai pas vu des banderoles anti-Madeleine Albright. Au contraire, on voit que des drapeaux ukrainiens dehors. C'est beau. J'aime l'amnésie générale du peuple français. Cette amnésie-là est vraiment magnifique. À la gueule, mon pote. On verra. J'avais pas regardé sa biographie, Redouane, mais bon, pourquoi je ne suis pas surpris de ce que je lis? Pourquoi ne suis-je pas surpris? Non, mais c'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps la même histoire. Mais même sur Wikipédia, tu as les infos. Il te cache rien, finalement. Ben oui, on n'a même pas fait la recherche sur Madeleine Albright. Que regarde, la première, qu'est-ce que je vois en premier? Est née de parents juifs, convertis au catholicisme, échappés aux persécutions antisémites. On est déjà dans la pleurniche. Par contre, ça ne l'a pas dérangé de tuer 500 000 Irakiens. Ça, c'est pas grave. Ça passe en fait. Enfants irakiens, parce que si tu comptes tous les Irakiens, on est plutôt autour de 1 500 000. Oui, je parlais des enfants, parce que le nombre de morts, c'est 1 200 000 exactement. J'avais vu je ça. crois que c'est ça. Non, mais alors reprenons-nous. Vraiment, ça fait froid dans le dos quand même. Excuse-moi, je t'interromps, mais parce que, vraiment, quand tu repenses à ça, tu regardes le traitement qui avait été fait de cette guerre de libération, et que là, pour, on va dire, entraîner un continent entier dans le même délire. Pour quelques milliers de morts, là, l'histoire qu'on nous fait, c'est vraiment, je me dis des fois, la vie humaine en fonction de qui tu es et de quel intérêt, quel intérêt se penche sur toi, elle change énormément de valeur, la vie humaine, quoi. C'est dingue, c'est dingue. C'est dégoûtant, en fait. C'est une indignation et une souffrance à géométrie variable. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais là, on a la boussole. Hein. Là, on est bon, on est sur le bon chemin, là, tu vois. Hop, t'as cliqué, c'est bon, c'est parfait, c'est tamponné. Donc, on a Henry-Louis Gates. Je reviens à l'Institut Aspen, parce que sinon, on va faire une vidéo de 3 heures, là, ça va être compliqué, quoi. Bien sûr. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut faire ces digressions, Redouane, elles sont importantes pour que les gens comprennent dans laquelle ces gens-là baignent en Ukraine. Ouais, bien sûr. C'est vraiment important. Donc, on a Nour de Jordanie. Bon, voilà, ça, tout le monde savait que la reine de Jordanie, elle était un peu spéciale sur le mondialisme. Condoleezza Rice, c'est la fête, allons-y. Elle a fait partie du gouvernement Fiole de Pisse, si je m'en souviens bien. On en avait parlé sur la dernière émission avec Dystopia, je crois, avec notre ami Lune de Dystopia. Tout à fait. Donc voilà, c'est tout un beau programme d'appartenir à l'Aspen Institute. Donc voilà, il y a son pendant à Kiev. Alors, je n'ai pas réussi à trouver le site ukrainien. Il suffit de chercher un peu, je pense qu'on trouvera. Il doit y avoir, à mon avis, tout un parterre de politiciens déjà connus. Voilà, laboratoire d'idées. Le but, c'est comme d'habitude, la réflexion sociale, culturelle, économique, la liberté, les droits de l'homme, Mars, mon cul sur la commode, etc. Donc, voilà, mouvement atlantisme. On est clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, on va revenir maintenant sur Jaresko. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on regarde la carte, l'atlantisme, courant politique conceptualisé au début de la guerre froide, on voit les pays qui sont représentés. Et quand on regarde bien à l'est, on voit qu'ils n'ont pas mis l'Ukraine à l'intérieur. Alors qu'en pays à l'est, en tant que pays atlantique, pays membre du courant politique de l'atlantisme, l'Ukraine, elle se pose là quand même. Enfin, je sais pas. Ils auraient pu l'ajouter, quoi. Tout à fait. Mais bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font et quand ils décrivent les choses, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Ouais. Juste, c'est pas officiel, mais bon, officieusement, oui, c'est vrai. Ok. Je me suis tué volontairement sur David Koch et Walter Isaacson parce que là, on va rentrer sur
sur un autre sujet. Bon, je laisse les gens faire leurs propres recherches. Ils comprendront où c'est que je vais en venir. Voilà. Mais c'est magnifique. À part ça, tout va bien et nous vivons vraiment une époque de lumière. Alors revenons sur Nathalie Jaresco, si tu le veux bien. J'y reviens, il n'y a pas de problème. Donc, elle est Jaresco. présidente du conseil d'administration de l'Aspen Institute de Kiev, donc ce qui veut dire quand même qu'elle a des responsabilités à un niveau mondial. Elle est membre émérite de l'Atlantic Council. Alors, intéressons-nous un petit peu ce que c'est que l'Atlantic Council, qu'on retrouve pratiquement chez tous les oligarques mondiaux. L'Atlantic Council, je crois que je t'avais envoyé la fiche, Redouane. J'en ai pas le souvenir que tu m'avais envoyé cette fiche. Parce que comme je vous le dis, j'ai une centaine d'onglets ouverts en même temps. Donc, vous m'en voulez pas trop. Mais non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'Atlantic Council, je pense que certains de nos auditeurs sont déjà éclairés sur les questions mondialistes. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à aller regarder ce qu'est l'Atlantic Council. Vous allez vous régaler. Et surtout dans la liste. Ah oui, j'avais oublié de dire que pour l'Aspen Institute, en France notamment, et l'Atlantic Council par elle, on retrouvera une certaine Ramayad. J'avais oublié de parler d'elle. Ramayad, qui est la représentante française comment dirais-je, de l'Aspen Institute en France. Ok. C'est un Young Leader aussi, d'ailleurs. Young Leaders, ouais, c'est sympa. Alors l'Atlantic Council, ça va ensemble. Voilà. Ouais, tout ça, ça va ensemble. Alors, voilà. Vous avez, alors John Huntsman, il est intéressant à l'Atlantic Council. Pourquoi? Parce qu'il a été ambassadeur en Russie. Il a été ambassadeur en Russie jusqu'à peu, jusqu'en 2017. Donc, on voit bien qu'il ne place pas n'importe qui en fait dans les questions diplomatiques. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc voilà, Atlantic Council, c'est à peu près les mêmes idées. C'est un think tank mondialiste qui est pratiquement pour moi l'équivalent du CFR et même de la trilatérale, puisqu'ils ont des représentants un peu partout dans le monde. Donc on peut voir les membres de l'Atlantic Council. Normalement, si tu vas un petit peu plus bas, on pourra, je pense, voir un petit peu la liste. Bon, voilà, c'est dans ça que baigne Chuck Hagel, exactement. J'avais oublié celui-là. Alors, Rasmussen, tu vois, voilà, Andrés Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN. On a Mikhail Saakashvili. Alors, Mikhail Saakashvili, qui est le pote de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, d'ailleurs, tôt ou tard, on fera une émission. Vous comprendrez pourquoi on fera une émission sur lui. Parce qu'il joue un rôle de Sayanim très intéressant en France. Alors, Saakashvili, pour la petite histoire, c'est le président qui a connu la guerre avec la Russie en 2008-2009 pour la question de l'Abkhazie. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ce passage-là. En 2008, où la Russie a écrasé l'armée géorgienne très rapidement, puisque les Géorgiens commettaient un génocide. Il y avait un génocide en cours des Géorgiens, de l'État géorgien sur l'Abkhazie, qui était pareil, encore une fois, une minorité russophone. Et là aussi, on nous a transformé ça en agression russe. Et là, Raphaël Glucksmann avait joué un grand rôle dans la propagande en France. Tout comme il joue un grand rôle actuellement pour la propagande ukrainienne, tout comme il a joué un rôle pour la propagande sur les Ouïghours, tout comme il a joué un rôle sur la propagande anti-russe lors de la Tchétchénie. Voilà, on retrouve toujours de toute façon toute la même bande. Donc, il me semble aussi qu'il avait pris position par rapport à la Libye avec Cohn-Bendit et compagnie, BHL, enfin toujours les mêmes finalement. Oui, c'est la même bande, c'est la même bande. Et puis tout le monde voit ses paroles sur les Ouïghours. Mais de toute façon, on reviendra, on fera un dossier Ouïghour et vous verrez bien, chers amis, que la réalité, elle est tout autre. Et c'est pas pour rien que vous avez des gens comme Raphaël Glucksmann qui vous fait pleurer, en fait. Moi-même, au début, j'ai été très touché par ce qui arrive aux Ouïghours. Mais on comprendra après, enfin, on fera une émission là-dessus, mais vous comprendrez bien que les Sayanim ont un intérêt tout particulier sur la question chinoise. Alors, Saakashvili, voilà, juste pour vous dire qu'il a également été dégagé de la Géorgie et il a quitté le pays pour aller vivre en Ukraine. Et il a eu la nationalité ukrainienne, c'est magnifique. Et il est rentré dans le gouvernement ukrainien. Alors, je ne sais plus lequel, je reverrai, mais il a eu un poste de député ou je ne sais plus c'était quoi. Bon, voilà. En fait, les mondialistes adorent une chose, c'est de recycler les gens. Il les recycle. Voilà. Donc, John Kerry, voilà. On laissera nos internautes, évidemment, regarder ça d'un peu plus près. Revenons maintenant à Jaresco, toujours, si tu le veux bien.
parce que là, ça devient croustillant. Madame Jaresco, ça ne lui suffit pas en fait d'avoir ces mandats-là. Elle est également membre du Global Future Council on Financial and Monetary System, donc désolé de mon anglais pourri, hein, du Forum économiste mondial de Davos. C'est une habituée du Forum de Davos, Madame Jaresco. Voilà, on retrouve encore les mêmes, encore et toujours les mêmes. Et comme vous le savez, chers auditeurs, si quelqu'un fait partie ou est présent sur le Forum de Davos, vous pouvez être sûr qu'il va occuper des fonctions très importantes dans le pays où il émerge. Voilà. Et donc Jaresco, elle a eu ce rôle fondamental en Ukraine de restructurer la dette et de faire en sorte que le peuple ukrainien soit de nouveau esclave de la dette pour 20 ou 30 ans environ. Donc merci Nathalie Jaresco pour ce que tu as fait pour le peuple ukrainien. Les Ukrainiens remercieront d'avoir sauvé le pays d'un moratoire et de l'avoir plongé encore plus dans la dette souveraine. Et là, maintenant, je crois que la dette ukrainienne a dépassé les 100% du PIB, un peu comme en France d'ailleurs. Donc voilà, merci Nathalie. C'est super ce que tu as fait pour le peuple ukrainien. Et je remercie vraiment les gouvernements respectifs de Yanetsuk et de Poroshenko de t'avoir fait confiance. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la communauté de lumière te fait confiance. Et quand la communauté de lumière te fait confiance à quelqu'un, pour être sûr que c'est quelqu'un qui va rendre service à l'humanité. C'est magnifique. Donc, on pense à la suite. Donc, après le forum de Davos, bah alors là, Redouane, là, c'est. Alors, elle est membre du conseil d'administration de l'Institut Livit. Alors, Livit, c'est particulier parce que malheureusement, le site internet est défaillant. Par contre, on peut vous montrer la page Facebook de cet institut-là. Et je vous conseille d'aller voir qui sont les fondateurs de cet institut. Ce sont des fondateurs, évidemment, issus, encore une fois, de la lumière éternelle. Et là, on peut quand même se poser pas mal de questions. Voilà, c'est beau. C'est beau parce qu'on y met la jeunesse, on y met, voilà, Institute of Development. Alors, c'est pareil, c'est un think tank qui a pour but de faire de l'éducation auprès de la jeunesse, de ce que peut être la question démocratique dans le monde, de ce que peut être les questions de gouvernance. Bon, voilà, on est toujours autour de cette question, encore une fois, atlantiste. Hein. Qui dit éducation à la démocratie dit de l'atlantisme. C'est clair et net, l'équation, elle est très rapide. Donc, alors, là, c'est vous avez David. leur numéro si vous voulez. Parce que, non, mais il a raison, hein, Wilson, hein, c'est pas pour de faux. Quand on clique sur le site, voilà, ça nous amène là-dessus, annonce bloquée. Enfin, c'est étrange, hein. Ce domaine. Enfin, il y a pas Ce moyen d'aller sur... bah, voilà, parce que peut-être parce qu'on est on est quand même beaucoup à s'intéresser à l'Institut Livit. Alors, vous m'avez compris, les amis, Livit, on va pas vous faire un dessin. Voilà. Ses créateurs, c'est David et Shema Livit. Shoma. David et Shlema, Shlemo, Shlama. Je sais plus, quelque chose comme ça. C'est Shlomo, mais au féminin. Un truc comme ça. Bon, c'est très musulman comme nom. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir cet institut. Donc, on comprendra bien que Nathalie Jaresco est sur tous les fronts du mondialisme. Mais vraiment sur tous les fronts. Voilà. Alors, où est-ce que tu les vois? Parce que sur le Facebook, en l'occurrence, il n'y a pas d'informations par rapport à ça. Hein. Alors, je l'ai trouvé en fait sur des sites secondaires, mais là, ça nécessite une recherche un peu longue. J'ai pris un peu de temps là-dessus. Mais si tu recherches dans Google de manière différente, tu croiseras les données. Et il y a un moment donné, je suis tombé sur le Wikipédia de David Livit. Et sur sa biographie, je crois que j'étais, ou je ne sais plus sur Wikipédia ou une autre, j'ai vu que c'était le créateur et le fondateur de The Institute Livit. Okay. Voilà. Alors, revenons sur Nathalie Jaresco. Donc, la consécration mondiale pour elle, elle accède au tout-puissant CFR, Council Foreign Relations. Donc, je trouve ça incroyable quand même que la démocratie de lumière puisse, au nom du peuple ukrainien, avoir un membre du gouvernement ukrainien qui participe à la CFR. Donc, chers Ukrainiens, j'espère qu'il y a des Ukrainiens d'ailleurs qui nous écoutent, vous savez maintenant à qui vous avez affaire dans votre élite. Et il serait peut-être bon de faire le ménage dans votre pays parce que c'est eux, malheureusement, qui vous conduisent à cette guerre. Et vous êtes les victimes, finalement, de cette prise en otage des mondialistes, des atlantistes et de l'OTAN sur votre pays. Le CFR, je ne veux pas faire un rappel à nos auditeurs. La majorité, vous savez ce que c'est. Le CFR a été fondé par David Rockefeller. Bon, ça ne vous surprendra pas. David Rockefeller, avec une idée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à travers ce CFR,
il arrive à unir toutes les bonnes volontés occidentales, évidemment occidentales, côté OTAN, pour faire régner la paix et la justice américaine de lumière des droits de l'homme et martienne sur l'univers tout entier. Voilà. Vous ferez vos recherches sur le CFR, ça serait long. Ouais. Donc, alors, je voudrais terminer maintenant sur Jaresco, pour qu'on conclue justement sa biographie. Alors, c'est magnifique parce qu'elle a trouvé, elle s'est trouvé un nouveau petit paradis fiscal à Porto Rico. Voilà. Elle est directrice d'un fonds d'investissement sur Porto Rico. Alors, il faudrait approfondir. Moi, je n'ai pas approfondi, mais j'ai mis l'hypothèse en fait qu'elle s'occupe également de restructurer la dette de Porto Rico. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Donc, c'est une spécialiste de la dette, Madame Jaresco. Porto Rico, c'est les États-Unis, en fait. Enfin, tu me C'est diras les si je me États-Unis, mais ils ont un statut fiscal très particulier. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Faites vos recherches. Moi, je ne peux pas aller plus loin. C'est une sorte de Delaware des Caraïbes, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, le Delaware, les Ukrainiens connaissent bien aussi, hein, l'élite ukrainienne. Voilà. Oui. Alors, je précise les sources parce que très souvent, on nous dit est-ce que vous faites un travail sourcé? Bien entendu. Donc, Wikipédia. Comme ça, vous voyez bien que vous pouvez commencer déjà à faire les liens avec les différents médias. Le Point. Je me suis servi du journal Le Point, de l'Humanité. L'UMA, par exemple, avait un numéro sur Jaresco. Et notamment sur la restructuration de la dette, puisque l'Humanité quand même est assez engagée contre la dette. C'est un journal communiste. Et la Yalta européenne stratégique, quoi de mieux en fait que ce soit eux-mêmes qui se décrivent eux-mêmes en fait. Donc c'est là-dessus que j'ai été trouver mes sources. Donc on ne peut pas dire que ça a été faussé. Et le journal Le Monde qui va également faire un article sur la dette ukrainienne. Et de là en fait tu déploies tout le narratif et tu trouves tout ce qu'il te faut. En tout cas, merci bien Wilson pour cette passionnante biographie de Nathalie Jaresco, que je ne connaissais absolument pas. Alors là, pour le coup, c'est l'objectif, Redouane. Tu connais notre credo, mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre, et on la sort de l'ombre, parce que Jaresco, elle est sous l'ombre de Poroshenko. C'est ça le problème de l'individu qu'on va parler là tout à l'heure. Et en fait, t'en as plein comme ça. Hein. T'en as plein. D'ailleurs, allez, petit bonus, on va commencer un petit bonus. Avant de commencer Poroshenko, qui sera la finalité, est-ce qu'on peut aller sur Monsieur Groisman, qui est un nom très catholique, évidemment. Groisman. Est-ce que tu me l'avais donné, Groisman? Oui, Volodymyr Groisman. Bah, tu vas sur sa fiche Wikipédia au pire. Comme ça, je ferai un rapide. Voilà, alors Volodymyr Groisman, c'est un petit bonus qu'on vous donne ce soir. Lui aussi totalement dans l'ombre, mais il y a une raison pour laquelle il est dans l'ombre. Vous allez le découvrir très rapidement. Je pense que vous devinez, quand je rigole, vous savez très bien de quoi je parle quand je rigole. Donc voilà, tu peux descendre un peu s'il te plaît. Alors, il a été ministre. Hein. Il a été vice-premier ministre sous le gouvernement de Yushchenko. Voilà. Donc, sous Yushchenko. Voilà. Donc, il a été ministre. On n'a pas trouvé de choses particulières, même en dehors, si ce n'est son attachement à l'histoire juive d'Ukraine. Et également le fait alors là, et c'est le premier, écoutez bien. Hein, bon, oui, alors malheureusement, il a existé ce qu'on appelle la Shoah par balle, c'est encore autre chose. Et ça, c'est particulier. Ça, voilà, que la paix soit sur tous les gens innocents quand même, qui ont été tués par cette dégueulasserie, même si Bien des sûr. fois on peut, voilà. Mais là, je voulais descendre maintenant parce que le problème, c'est que quand on instrumentalise des charniers, quand on instrumentalise, vous savez quoi, ça nous donne ça. Alors, est-ce que tu peux descendre? Donc, il a été le premier ministre, en fait. Ça a été le premier mandat politique en Ukraine qui a réussi à imposer à la Rada, donc écoute bien, au Parlement ukrainien, à chaque 27 janvier 25-27 janvier de chaque année, il a instauré le jour du souvenir de la Shoah. Et il demande à tous les députés 1 minute de silence, se lever et de faire 1 minute de silence pour ça, pour le génocide. Voilà. C'est, à ma connaissance, le seul parlementaire ukrainien, enfin le seul mandataire politique ukrainien qui a mis ça en place. Donc voilà, je comprends pourquoi maintenant on appelle l'Ukraine le deuxième Israël. C'est un peu plus clair maintenant. Donc voilà, il a cette particularité. C'est comme si qu'en fait au Parlement français, à l'Assemblée nationale française, il y aurait Meyer Habib qui nous dit que tous les 27 janvier,
Vous n'avez pas le choix, vous vous levez tous, on fait une minute de silence. Est-ce que tu t'imagines un peu, Redouane? Ah ouais, il y aurait des gardes à vue et des, et des Alors, retenues données à mais tir larigot. il y aurait surtout des gardes à vous. Parce que tout le monde serait au garde à vous pour faire la minute de silence sous Meyer Habib, je pense. Hein. Non, parce que en fait, moi, je me rappelle de l'époque minute de silence pour les morts à Charlie Hebdo. Moi, je me rappelle à cette époque-là, je travaillais à la Poste et ma chef me poursuivait dans les couloirs pour que je sois là et que je sois bien présent au moment où il y avait la minute de silence en bas dans le hall. Et donc, enfin, tu sais, il y a une forme d'autosurveillance les uns des autres pour comment dire, se mettre, comme tu dis, au garde à vous par rapport à ça. Et il y avait tout un tas de personnes qui, pour des raisons qui les regardent, n'étaient pas forcément chauds pour faire une minute de silence dans ce cadre-là ou dans un autre cadre, et qui ont été voilà, recherchés, pourfendus par les serviteurs de ce genre de rite. Parce qu'en fait, finalement, la minute de silence, c'est un rite, c'est un rituel très maçonnique, en fait. Tout à fait. Moi, pour rendre hommage à des morts ou à un événement particulier, ce qu'on fait, nous, c'est on prie. On se tourne vers notre Seigneur. On ne fait pas une minute de silence. Ça ne veut rien dire, ça. Enfin bon. Oui, c'est une bonne analyse, je te rejoins là-dessus. Effectivement, bah, voilà, de toute façon, c'est une histoire maçonnique, l'Assemblée nationale française. Bah, tout comme l'est, à mon avis, la Rada ukrainienne. Juste un petit clin d'œil, parce que j'ai un peu de provocation, ça fait du bien. Regarde en haut à droite, sur la fiche Wikipédia, dans gouvernement, législature, coalition. Le gouvernement Yanetsuk, dont a fait partie, comment dirais-je, même si c'était que 6 jours, dont a fait partie M. Groisman, regarde bien leurs alliés. VOB Svoboda. Ce gouvernement Yanetsuk, dans la coalition, il y avait le parti néo-nazi Svoboda. Et donc, M. Groisman acceptait ça. Alors, Svoboda, il me semble qu'il ne se présente pas comme néo-nazi. Finalement, c'est un parti de. Ça veut dire quoi de Svoboda? Ça veut dire droite, c'est ça? Liberté. Ah ouais, c'est liberté. Mais c'est un parti qui est considéré comme extrême droite. Mais on est d'accord, hein, ils sont très liés avec. Ils sont très liés au secteur droit, à Privat Sector. Ils sont très liés à M. Yaroch, dont on fera. Ça aussi, ça fera une émission. Hein. Je l'annonce à nos. D'ailleurs, tu as vu la petite auditeurs, il y aura une description? émission sur le judéo-nazisme en Ukraine. C'est marrant, voilà. C'est marrant la description. Donc, officiellement dénommée Union pan-ukrainienne, Liberté est un parti ukrainien nationaliste classé à droite, voire à l'extrême droite, et d'inspiration clairement néo-nazie. Bon, eux, ils l'admettent. Ce parti fut fondé en 91 sous le nom de Parti social national. Renversez les deux mots, vous allez retrouver des petites choses. Ouais, bon, bah, c'est très bien. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, on voit la démonstration, puisque finalement, M. Groisman, ça ne l'a pas dérangé, fait, de faire partie de cette coalition, alors qu'il savait qu'il y avait des néo-nazis dans cette coalition. C'est extraordinaire. Et après, à côté, il demande une minute de silence pour le jour de souvenir de la Shoah. Alors là, je suis désolé, mais je dois te passer une petite citation pour faire le lien entre les deux. Je t'en prie. Bien. Ah, avec plaisir. C'est une courte vidéo, c'est une courte vidéo d'une chaîne très intéressante qui pour le coup, sur cette vidéo, fait tout un tas de citations. Mais là, j'en ai sélectionné qu'une seule. De toute façon, je vous invite à la consulter, cette chaîne. Et elle est dans la description sur le Facebook et je la remettrai après dans Odyssée. Donc, je vais vous envoyer ça. Allons-y. George Steiner, 1967. Il existe un lien secret et arrêté de toute éternité entre J et fasciste. Une identité cachée. Une attirance mutuelle plus profonde que les manifestations ostensibles de mépris et de violence.
C'est du judaïsme même que le nazisme a tiré sa propre foi en une race élue, son nationalisme millénaire et messianique. Allez, c'était pour le petit plaisir. Mais comme ça, on en revient. Je viens de me prendre une gifle là. Hein. C'est ah ouais. Bon, c'est-à-dire que même moi, j'osais pas dire ça, quoi. C'est genre Ah non, là, Steiner. Ah ouais, non, oui, puis Steiner, lui, il a le droit de le dire parce qu'il fait partie de la communauté de lumière. Bah alors, là, il a été dans des limites que même nous, on dirait pas. Enfin, c'est... Non, okay. non, il est. Bon, bah... Non, mais au moins, les choses sont dites. Au moins, c'est clair. Ça a le mérite d'être là. Alors, c'est un homme qui est mort l'année dernière, il me semble, ou en 2020 ou 2021, et qui est mort à 90 ans, mais qui était philosophe et qui était assez acerbe. Hein. Je vous invite à regarder Steiner. De toute façon, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder le lien dans la description de Facebook et celle que je mettrai après dans Odyssée, de la vidéo dans laquelle de laquelle j'ai tiré cette citation. Il y a tout un tas de citations qui vont avec, qui sont très intéressantes, mais on n'aura pas le temps de toutes les mettre ici. Puis si on ne veut pas se faire sauter la chaîne tout de suite, on va y aller mollo, quoi. Voilà. En tout cas, ouais, c'est ça décape. Hein. Mais ce qui explique un petit peu en partie ce qu'on disait dans la première partie de l'émission de la semaine dernière, Redouane. C'est-à-dire qu'en fait, comment expliquer de tels décalages, par exemple, entre l'oligarque Igor Kolomoïski, oligarque juif israélo-chyprio-ukrainien, quand même, il faut le faire, va financer des néo-nazis pour tuer des Russes. Ouais. C'est quand même un oligarque qui a appelé au meurtre. Est-ce que tu te rends compte? Et donc aucune justice qui soit. Ouais, 10 000 $ pour chaque Russe mort. Et comment c'était $1 million et $1 million pour tuer Oleg Tsarev, le président de la République de Donetsk. Ouais. C'est ça. Mais on parlait justement la semaine dernière ou la semaine d'avant de grand écart, mais en fait on se rend compte que à travers cette citation il n'y a pas de grand écart, que c'est tout à fait logique en fait. Les questions d'épuration ethnique, de racisme intrinsèque, de questions de sang, c'est une question directement juive en réalité. Bon, voilà. Comprenne qui pourra. Voilà. Comprenne qui pourra, exactement. Fort heureusement, comprenne qui pourra en fait. Alors, revenons maintenant sur toujours Jaresko. Donc, pour terminer, donc j'ai terminé. Elle a quand même été décorée à 2 reprises, en 2003 et en 2013, de l'ordre de la princesse Olga. Alors, j'ai été regarder ce que c'était que l'ordre de la princesse Olga. C'est une sorte de cadeau honorifique pour service rendu à la nation ukrainienne. En gros, c'est ça. C'est tiré d'une princesse qui s'appelait Olga et qui vivait sous... alors, c'était le gouvernement, enfin, c'était une royauté kievienne à l'époque du 10e ou 11e siècle, donc ça remonte à très loin. Et depuis, ils en ont fait un symbole honorifique. Voilà. Alors, c'est une légion d'honneur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de fion de hamster. Truc comme ça, quoi. Voilà. Ok. Alors maintenant, donc on a fait une petite déviation par Groisman. J'aimerais bien quand même que les gens comprennent que Groisman, c'était le premier homme politique juif d'Ukraine. Voilà. Et quand je dis homme politique, à un niveau ministériel, puisque Igor Kolomoïski, ou Rabinovitch, quand ils étaient députés, ils étaient bien avant Groisman, mais ils étaient à un niveau député. Donc pour arriver à un niveau ministériel, ou voire même présidentiel maintenant que Zelensky, donc c'était quand même le premier du genre. Voilà. Donc évidemment, on encourage nos internautes à faire des recherches plus approfondies. On a juste montré un bonus ce soir, on n'a pas approfondi sa vie, ni ses relations avec le mondialisme. Ça serait intéressant de le faire, mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait faire de bien après, ou même maintenant, dans quoi il est investi. Voilà. Je te remercie, Wilson. Bon, on passe à la suite. On passe à la suite et il y aura un bonus final après Poroshenko si on a le temps pour vous montrer ce que peut donner la mafia en Ukraine.